La commande était, je vais aller très très rapidement à l'essentiel, d'essayer de poser un certain nombre de concepts qui sont plus ou moins en vogue, évoqués, très peu liés entre eux. C'était l'intelligence territoriale et l'intelligence collective. Et vous allez voir qu'au gré de mes recherches pour essayer d'élaborer une réponse cohérente, deux autres concepts ont émergé, je ne vous dis pas lesquels, vous allez voir, qui complexifient encore un petit peu la relation entre ces concepts qui en fait à la base sont évidemment des pratiques outillées et aussi beaucoup à l'arrivée de gouvernance dont je ne parlerai pas du tout. Ça va se situer finalement au débouché de l'ensemble de ces interrelations. Juste pour me présenter très rapidement, je suis professeur de géographie à l'Université de Franche-Comté et je coordonne une équipe qui est intitulée Intelligence territoriale à l'intérieur du laboratoire TEMAR. Nous sommes une UMR-CNRS, environ une centaine de personnes, et une des trois équipes s'intéresse à l'intelligence territoriale. Nous bâtissons des observatoires partagés sur Internet, donc des choses assez classiques en fin de compte. Et nous nous interrogeons beaucoup aussi sur ce que produisent les observatoires en termes de gouvernance, en termes d'aide à la décision, de modification de la décision des élus par le biais des techniciens, et comment aussi des observatoires vont pouvoir être déployés et vivre surtout sur un temps long et produire la bonne connaissance pour la bonne décision. Voilà. Alors, sans plus attendre, j'ai 4 points pour déboucher sur quelques questions. Chaque point est traité assez rapidement malgré tout. Partir de la complexité, qui est une réalité ordinaire finalement, la caractériser très très rapidement pour ensuite voir que si l'on parle de territoire, il faut se référer à un métasystème qui est le territoire. C'est lui que l'on représente par le biais des données et des informations. Donc il y a un défaut, c'est évident, de partage de ce qu'est le territoire par l'ensemble des communautés qui le traitent. Il y a un défaut, le territoire souvent est confondu avec de l'espace, il n'est jamais conçu comme un véritable système complexe. Donc je suis obligé de revenir sur cette notion avant d'éclairer les questions d'intelligence territoriale, d'intelligence collective et de faire émerger donc deux éléments supplémentaires. La question qui se pose par rapport à la complexité, c'est un premier niveau que je vais élever à la puissance 2 après. Vous le savez, je vais très vite, les politiques de décentralisation qui ont éminemment complexifié la question de la prise de décision dans les territoires, avec évidemment les transferts de compétences et la nécessité de croiser tout un tas d'acteurs qui décident sur un même point finalement ou un même type d'aménagement. Deuxième élément, et on est au cœur ici, la révolution des techniques et des technologies, qui est venue par la puissance des outils, complexifier la décision par un apport de données qui est aujourd'hui considérable. Nous ne souffrons plus d'un déficit de regard sur les territoires, mais bien d'une avalanche, d'une combinaison d'informations qu'on a du mal à structurer, à rendre viable pour décider. Qu'est-ce qu'on saisit comme indicateur, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on construit comme indicateur composite, à partir de quelles données? Ça reste en débat la plupart du temps. Des débats qui sont d'ailleurs effleurés ou en tout cas peu présents, habitués que nous sommes à travailler sur des indicateurs que l'on connaît bien en ignorant ceux du voisin, alors qu'ils pourraient évidemment être croisés et beaucoup plus vertueux. La question de la cohérence à partir de 2001 avec la loi Solidarité Renouvellement Urbain est venue ajouter à cette complexité. Avant la cohérence, on arrivait à peu près à s'entendre dans des secteurs et finalement à faire ensemble en produisant beaucoup d'incohérences, certes, mais on avait la sensation d'aménager correctement dans des prérogatives données, dans des thématiques très ciblées, mais très sectorisées. L'obligation de cohérence dans les documents d'aménagement, bien sûr, fait voler en éclats cette notion de sectorisation. Pour autant, l'aide à la décision n'est pas basée sur une prise en compte réelle de la cohérence. Les outils et les données nous permettent aujourd'hui d'atteindre
la cohérence d'un point de vue du regard sur les territoires. Malheureusement, 10 ans après, enfin maintenant presque 15 ans après la loi SRU, force est de constater qu'on bricole quand même globalement par rapport aux outils qui doivent être rendus cohérents. On bricole en essayant de conserver un positionnement un peu sectoriel, parce que sinon on perd pied, évidemment. Ça, c'est un élément de complexité par rapport à l'aide à la décision. Dernier élément, la globalisation des processus, l'interrelation des phénomènes, quels que soient les niveaux d'échelle, du global au local, de l'infracommunal, de l'îlot, voire à l'intérieur même d'un immeuble. Il faut rendre cohérent toutes ces échelles pour produire normalement des documents corrects en termes d'aménagement du territoire. Alors voici les éléments de complexité. Ils sont à mettre au carré par rapport à ces éléments. Question financière, question de la restriction des finances, qui évidemment ne permet pas d'aller aussi loin qu'on le devrait pour maîtriser ces premiers éléments de complexité. La question de l'équité et de la concurrence qui se pose toujours aujourd'hui en termes d'aménagement et du territoire. Est-ce qu'on aménage pour être compétitif ou pour donner une égalité des chances à tous dans l'accès aux services, etc. C'est quelque chose qui n'est pas tranché, c'est quelque chose qui s'entrechoque. Ça demeure. Les questions environnementales, les contraintes très fortes aujourd'hui qui nous sont opposées, ou en tout cas qui nous sont liées par rapport à la question de l'environnement qui est présent à tout niveau d'aménagement aujourd'hui et qui complexifie encore ces données de base. Et les questions organisationnelles. On revient sur des questions de cohérence, non pas de documents, mais d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autour d'une table très nombreux pour décider d'un projet d'aménagement et le regard doit être cohérent. Et là, on va commencer à entrer dans les questions que je vais aborder ensuite. Comment est-ce qu'un territoire est vu par une combinaison d'acteurs, finalement. Alors, quelques nouveaux éléments qui émergent du développement des techniques aujourd'hui. Alors, les techniques, et vous êtes bien placé pour le savoir, et vous œuvrez en ce sens, évoluent beaucoup plus vite que notre regard sur les territoires et notre capacité à comprendre les territoires, à se les représenter. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me paraît fascinant. C'est qu'aujourd'hui, à l'université, nous voyons comment les techniques explosent, vont très très vite, et comment on est descendu très rapidement d'un échelon agrégé de prise de décision et d'observation qui était plutôt celle des acteurs techniques vers les politiques. On est descendu très très vite, en quelques années, à l'individu, à l'apport volontaire de données, à une multitude d'informations que génèrent les individus, à une vitesse phénoménale et qu'on essaie de capter évidemment. Donc les techniques, nous, aujourd'hui, par rapport aux deux slides précédents, ajoutent à cette complexité qui était déjà très complexe. On complexifie la complexité d'une certaine manière. Premièrement, foisonnement de technologies, et des technologies qui sont souvent en concurrence. Donc déjà s'y retrouver dans la jungle des offres quand on est un acteur technique ou politique pour saisir les bons outils pour l'aide à la décision, en tout cas pour amener un projet. La question des mobilités que permettent les nouvelles technologies et qui finalement rendent incertain la représentation de l'espace géographique, qui, vous allez voir, est une composante du territoire. C'est ce qui est physique, c'est ce qui est représenté. Aujourd'hui, la mobilité que nous permettent les technologies rend incertain l'espace géographique, notamment par rapport au comportement des individus, à leur manière de se déplacer, à leur manière de consommer et de fréquenter des services. Je dirais qu'avant, c'était des choses qui étaient assez guidées et ciblées. Aujourd'hui, tout est possible, n'importe quand, n'importe où, quasiment. Et il est très très difficile d'anticiper le comportement des individus et leur rapport aux aménagements qu'on met en place. De nouveaux acteurs qui sont informels, et donc là, moi, je renverrai la balle à Mathieu Nouchet. Ces recherches m'intéressent beaucoup par rapport à cet échelon individuel qui aujourd'hui prend un peu la main par rapport à la donnée et par rapport auquel aussi les scientifiques, mais aussi les techniciens, voire les politiques, mais peut-être ils ne sont pas encore
tellement sensibilisés à ces questions, nous donnons de plus en plus la main aux individus pour un apport volontaire de données, pour des constats qui aujourd'hui sont faits par individus. Ils ont la capacité aujourd'hui à renseigner des bases de données par rapport à des constats qui sont cette fois individuels, non scientifiques entre guillemets, non validés d'un point de vue technique institutionnelle. Pour autant, cette donnée-là, on ne peut pas l'ignorer et on est juste aujourd'hui à l'orée d'une confrontation entre la donnée scientifique institutionnelle validée et la donnée entre guillemets scientifique. Est-ce qu'elle va être labellisée comme telle dans les années à venir, qui vient se mettre en parallèle, qui vient se mettre en synergie si elle est acceptée, ou sinon va demeurer contre cette donnée institutionnelle. C'est un vrai problème. La qualité des données, du coup, qui risque peut-être d'être moins bonne à l'avenir si on est obligé, évidemment, de prendre en compte ces apports volontaires, si on a envie de les prendre en compte et si, institutionnellement parlant, on ne trouve pas les moyens de mettre en adéquation les constats institutionnels et les constats en apport volontaire, on va dire. Ça, ce sont des éléments vraiment de complexification très forts. Alors, tout cela, en fait, illustre une réalité qui est la complexité des territoires. Selon Edgar Morin, je retiens ce mot, elle est EST, c'est-à-dire que c'est un fait. La complexité, elle ne s'invente pas, elle ne se modifie pas, elle ne se mutile pas, bien que souvent, c'est le cas parce qu'on n'arrive pas à, évidemment, rendre compte de la complexité telle qu'elle est. Mais c'est un principe de départ, il faut la poser comme telle, elle existe. Alors, le problème par rapport à cette complexité, c'est que nos regards sont divergents. Le problème, c'est que la complexité, c'est un foisonnement d'informations. Nous la traduisons comme telle. Ce sont des informations qui vont nous révéler cette complexité, nous entraînent vers des regards qui sont forcément divergents, suivant d'où l'on regarde la réalité, le territoire tel qu'il est. Alors l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est, vous le voyez, de forger un regard, un monde commun qui est forcément transdisciplinaire. Et là, nous sommes très très en retard. Évidemment, nous héritons déjà de nos systèmes d'enseignement très cloisonnés, par discipline, qui, quand il s'agit de révéler la réalité, évidemment, demeurent cloisonnés. Donc nos regards sur la réalité demeurent assez sectoriels, je l'ai dit auparavant. Et aujourd'hui, il y a tout un monde à recréer autour de la réalité complexe et d'un regard partagé. Je citais juste les outils COOPS par exemple, qui sont des outils pour bâtir des observatoires. Ça fonctionne en Midi-Pyrénées, et des représentations symboliques qui vont être co-construites autour des outils d'observation. C'est juste une référence. La question des ontologies, bien sûr, de qu'est-ce qu'on utilise comme objet relais d'une certaine manière pour traduire une réalité complexe. Voilà des éléments autour desquels on doit absolument travailler, que l'on doit réfléchir pour faire voler en éclats les cloisonnements. La question ensuite, c'est de partager des indicateurs qui font sens, évidemment, puisque cette réalité complexe, on ne peut pas la négliger, il faut donc la prendre en compte dans ce qu'elle est, évidemment, un croisement de regards qui fait que les indicateurs ne peuvent pas être simples, ils sont obligatoirement composites autour de quelques thématiques que ce soit. La question de l'hétérogénéité, de la variabilité spatiale des phénomènes, elle est au cœur de cette question des indicateurs multi-échelles, évidemment, et multithématiques qui doivent émerger des données qui sont structurées. Troisième point, c'est évidemment réfléchir l'aménagement de manière cohérente. Et là, on en arrive à l'intelligence territoriale. C'est créer les conditions pour que l'observation, le traitement de la donnée, la mise en place d'indicateurs soit fait par des acteurs différents, de manière cohérente, en connaissance de territoire, c'est-à-dire en connaissance des dynamiques qui affectent un territoire globalement, pas seulement sur la partie sur laquelle on doit décider, connaître ce qui est autour en termes d'objets spatiaux, mais ensuite en termes d'acteurs qui agissent par rapport à ces objets. Et là, on va commencer à produire de l'intelligence territoriale autour d'un territoire. Ça, c'est le cœur de nos recherches et c'est par ça que je vais maintenant entrer. Alors, dans mes propos, bien sûr, je privilégie aucun outil. Ça s'adresse évidemment à tous les types d'outils qui permettent de décrire les territoires, de faire de l'observation, de l'intelligence territoriale, etc.
Alors le territoire, juste pour revenir sur cette question, c'est un métasystème et je suis obligé de le poser comme tel et de dire ce qu'il représente pour nous, ce territoire, 5 dimensions. Souvent, vous allez considérer, par rapport à vos expériences propres, que l'on n'en prend en compte que 2 ou 3 parmi les 5 objectivement. On sait techniquement en prendre en compte à peu près 3 ou 4, et il y en a une 5e qui nous échappe en général, et c'est là que va se situer, va émerger l'intelligence collective dont je vais parler après. Mais avant, je vous brosse ce qu'est le territoire. C'est 5 entrées. La première, elle est spatiale, et celle-là, elle est très bien maîtrisée à l'heure actuelle d'un point de vue technique. Presque trop bien, tellement la prise en compte de l'espace est aujourd'hui précise, incroyablement fine, grâce aux coordonnées, au GPS, aux moyens de se géolocaliser au centimètre près. Ça n'est plus un problème que de représenter l'espace géographique, de localiser un objet. Quand je dis objet, c'est un bâtiment, un immeuble, une borne, peu importe. Quel que soit l'objet, quelle que soit sa taille, l'objet constitué de sous-objets, etc., avec des attributs. Aujourd'hui, on sait très très bien faire cela, et donc représenter une réalité physique en 3D, ça ne pose aucun problème. Je passe au 3e volontairement, puisque le 2e, c'est celui qui résiste le plus. Organisationnel, on sait assez bien représenter aujourd'hui et se représenter des systèmes d'acteurs qui sont en vis-à-vis de l'espace géographique. Alors, je vais juste mobiliser une image. L'espace géographique que l'on représente très bien, il est ici. Le sous-système organisationnel, c'est ici. C'est l'ensemble des jeux d'acteurs qui vont agir sur cet espace géographique. Là, ce sont à la fois des décideurs, des politiques, ce sont les citoyens. C'est toutes les catégories d'acteurs qui sont réunis en fait autour de 3 fonctions, qui sont celles d'utiliser dans un premier temps, vous et moi utilisons en tant que citoyens, celle de gérer évidemment des objets, de les fabriquer, surtout une fois qu'ils sont fabriqués, excusez-moi, de les gérer dans l'accessibilité, l'ouverture, les horaires, la rénovation de ces objets, et puis d'aménager, c'est-à-dire d'en créer des nouveaux, d'en détruire en fonction des utilisations. Et tout cela est évidemment assujetti à la perception que l'on a de cet espace géographique. Alors les bases de données, les SIT se trouvent représenter cela, mais pilotés par des systèmes d'acteurs qui sont ici, pour augmenter notre perception et mieux nous faire évaluer contraintes et aménités, avantages que recèle l'espace géographique par rapport à une problématique. Oups, alors évidemment là j'ai sauté, excusez-moi, voilà. 3e élément de complexité d'un territoire, c'est la situation même de l'objet, c'est le lieu. C'est-à-dire qu'un espace géographique, il va être constitué de lieux qui sont plus ou moins signifiants en fonction des problématiques et des acteurs. Donc il y a des lieux que l'on ne représentera pas pour certains et d'autres qui vont émerger. Donc globalement, ils sont tous représentés physiquement dans l'espace géographique, mais ils vont prendre plus ou moins d'importance en fonction de la problématique, ces lieux. Donc ça, c'est l'incarnation même du système. Le temps, évidemment, et on le représente bien. Donc les lieux sont bien représentés. Le temps est assez correctement pris en compte dans les représentations de l'espace. Peut-être un peu moins le temps projeté, la prospective, évidemment, les modèles de simulation couplés aux outils d'observation. Ça, c'est des choses, évidemment, qui posent peut-être un petit peu problème. Mais néanmoins, le temps passé, par contre, aujourd'hui, par des séries de données, on réussit assez bien à reconstituer l'évolution d'un territoire. 5e dimension, c'est donc la dimension idéale. C'est comment ce territoire il est représenté. Le territoire, la complexité est au départ, elle va être traduite par des jeux de données très très complexes maintenant. On sait le faire. Maintenant, est-ce que ces jeux de données permettent de traduire exactement ce que se représentent les individus, les différents acteurs, aménageurs agissant? C'est pas sûr. Donc on a des données qui sont robustes et très connues, des évolutions de population, des quantifications de certaines difficultés, du chômage, des activités. Maintenant, quand on va sur des données, des indicateurs partagés et composites,
il n'est pas certain que les représentations soient forcément bien partagées sur qu'est-ce que la précarité. Nous travaillons beaucoup, nous, sur des observatoires liés à la transition énergétique. Qu'est-ce que la précarité énergétique? Quels indicateurs mettons en place pour qualifier un territoire d'un point de vue de la précarité énergétique? Est-ce qu'on va prendre seulement la consommation énergétique des ménages, leur manière de se déplacer, évidemment la distance par rapport à leur lieu d'emploi, etc., qui fait qu'ils vont plus ou moins consommer d'énergie. Là, on a tout un champ d'informations et de données qui n'est pas forcément partagé sur la représentation du phénomène de précarité énergétique. Et là, on est vraiment dans l'idéal. Et quand ces informations doivent remonter vers le politique pour une prise de décision, on se rend compte qu'il y a une grosse lacune, en général. Alors, très très rapidement, ici, se pose la question de la mise en forme de tout cela. Pour représenter le territoire, le métasystème tel que je viens de le présenter, il y a une étape de représentation. Et on voit, je ne vais pas du tout détailler, mais j'ai quand même relevé dans la littérature tout un tas de notions d'objets. C'est-à-dire, c'est ce que l'on représente techniquement d'un point de vue informatique dans une base de données qui est censé traduire la réalité. Et on va parler d'objets intermédiaires, on va parler d'objets liens, on va bien sûr parler d'ontologie d'une manière générale, mais aussi d'objets frontières. Et nous mettons en place des grilles de lecture. Voilà, ça c'est tous ces objets de transition qui vont nous permettre de passer de la réalité complexe à une réalité représentée qui va permettre de décider. L'objectif, ce sont bien sûr des systèmes d'information, vous le voyez, qui vont permettre de passer de l'intelligence collective à l'intelligence collective globale, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de décider. Alors comment est-ce que cette intelligence collective globale s'intercale ou on s'interconnecte avec l'intelligence territoriale? C'est la question qui est posée. Alors, en fait, il s'agit de reconstituer une grammaire du territoire. Par rapport à ce que j'ai dit auparavant, ce qu'était le métasystème du territoire, il va s'agir de représenter l'espace géographique, le temps, d'essayer d'intégrer les représentations des acteurs dans les constats que l'on fait et les informations, représenter les jeux d'acteurs et représenter les lieux qui font sens autour d'une problématique. Là, je ne vais pas plus loin sur cette question-là, mais il y a pour construire l'intelligence collective, un défaut de grammaire, un défaut de mise en lien de tous ces niveaux pour représenter le territoire. Alors, j'en arrive maintenant aux concepts qui doivent être un peu débattus et dans tous les cas qui sont un peu sous-jacents durant toute cette journée. L'intelligence territoriale, au regard de tout ce que je viens d'exposer, normalement, c'est quelque chose qui va permettre de traduire le mieux possible ce qu'est le territoire pour passer à l'action et aménager. Alors, le point de départ, c'était l'idée de traiter de manière coopérative, vous le voyez, et parallèle des difficultés. Voilà, ça c'est quelque chose qui va permettre de filtrer de l'information, de saisir la bonne information à un moment donné pour prendre la bonne décision au regard d'une certaine problématique. Mais les données, enfin en tout cas les technologies, les supports informationnels ne font pas le développement. Donc ça veut dire que au-delà de la structuration des informations, il y a des acteurs qui vont regarder, observer, mobiliser la donnée, la partager, produire des indicateurs, les diffuser, produire des représentations de l'espace pour ensuite, tout au bout de la chaîne, réussir à passer à l'action en décidant de l'aménagement ou pas. L'intelligence territoriale, si on reprend une première définition qui a émergé dans notre équipe, c'est une démarche d'information et de communication territoriale, de création de contenus territoriaux innovants susceptibles de favoriser la collaboration et l'adhésion autour de projets nouveaux. Je vais vite, on n'a pas beaucoup de temps. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs définitions de l'intelligence territoriale qui émergeaient aujourd'hui. Ça, ce sont les premières définitions qui ont été mises en place dans les années 2008-2007. Vous voyez que c'est une évolution de la culture du local. L'idée à l'intérieur, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait collecter ensemble des données, les mettre en commun, les traiter
pour donner un nouveau regard sur les territoires. Ça, c'est l'émergence de l'intelligence territoriale qui n'est pas l'intelligence économique. Ça n'a rien à voir, même si, au départ, beaucoup ont confondu l'intelligence économique avec l'intelligence territoriale. Il y a une idée de durabilité derrière l'intelligence territoriale, une idée qui n'est pas celle de la mise en compétition, mais bien d'un regard équilibré sur le territoire, identique si possible pour tous. Bertacchini définissait l'intelligence territoriale comme un processus informationnel et anthropologique, etc. Je ne veux pas relire toute la définition, mais je pense qu'on pourra mettre à disposition le PowerPoint et vous pourrez ensuite vous appuyer dessus. J'ai saisi un maximum de ces définitions parce que l'intelligence territoriale fait vraiment l'objet de débat et on n'a pas une définition véritable qui nous permet d'avancer, mais plusieurs. Mais l'idée, c'est toujours bien de l'information partagée, des processus de communication. Vous allez voir dans un schéma comment nous, finalement, la résumons. Et c'est la dernière définition que je retiens, celle de Jan Fletty, qui est un doctorant, enfin un docteur maintenant, il a soutenu sa thèse dans notre laboratoire. Il en a fait une assez bonne synthèse que vous voyez ici, l'organisation de l'ensemble des connaissances pluridisciplinaires et informations multisectorielles, utilisées et partagées par un ensemble d'acteurs sur un territoire donné. Et le terme de territoire est posé ici. Il fait référence au système que j'ai présenté avant, au métasystème, pour observer, analyser, décider collectivement vers une meilleure gouvernance. Et voilà, le terme est posé ici. Alors pour nous, c'est cela, l'intelligence territoriale. Alors, c'est juste une histoire de clic. Il faut que je me mette peut-être ici. Voilà. L'intelligence territoriale, c'est 4 sphères qui se réunissent. C'est le point de départ pour nous, évidemment, de la géographie avec des approches de territoire. Je viens de vous dresser très rapidement ce que nous pensions du territoire. C'est évidemment cela basé sur les sciences de l'information géographique. Et là, on touche à la géomatique qui vient alimenter les réflexions des géographes, mais qui aussi sont alimentées par les questions de communication, d'information, technologie de la communication, et qui sont traduites aujourd'hui évidemment par cette explosion de la manière d'appréhender l'espace grâce aux technologies de l'information. C'est évidemment derrière de la systémique, toujours parce que nous sommes immergés dans la complexité, avec des approches socio-cognitives et des approches territoriales basées sur ces principes. Et en réunissant l'ensemble de ces entrées, nous sommes au cœur de ce que nous, on nomme l'intelligence territoriale. Donc vous voyez qu'on va réunir comme cela de nombreux éléments. Et l'idée, c'est finalement de recréer l'espace public pour le piloter, pour décider de son avenir ensemble. Alors l'intelligence collective, où est-ce qu'elle se situe par rapport à cela? Et là, c'était vraiment pour moi un nouveau champ de questionnement, quand Françoise nous a posé la question et de traiter ce lien entre les deux, c'était pas évident, et j'ai découvert un autre univers, celui de l'intelligence collective, qui n'est pas l'intelligence territoriale, et je me suis posé la question en étudiant le cœur de... Il ne s'agit pas vraiment d'une discipline, mais en tout cas des recherches qui sont appuyées dans ce sens. Je me disais comment est-ce que ça peut s'articuler avec l'intelligence territoriale? Est-ce que ce que nous produisons, nous, comme information autour du concept d'IT, est remis en question par l'intelligence collective? Est-ce que ce concept-là, je vais devoir finalement le mettre à la place de l'intelligence territoriale? Alors il y a toute une sphère de recherche autour de l'intelligence collective, et je me suis rendu compte au travers des écrits que, fort heureusement, ça m'arrange, mais peut-être j'ai un peu tordu la réalité en ce sens, l'IC, l'intelligence collective, semble s'intégrer dans l'intelligence territoriale. Alors, elle désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres pour formuler son propre avenir. On est sur le même objet finalement que l'intelligence territoriale, un avenir commun, partagé, et la mise en commun d'informations, sauf l'intelligence collective, elle ne mobilise pas spécifiquement la question territoriale. Elle a émergé dans les entreprises, l'intelligence collective. Le concept a permis, plutôt dans une vision de développement des entreprises, de compétitivité, de
mieux caractériser le faire ensemble pour que l'entreprise soit la plus performante possible. Et puis, il semblerait que l'intelligence collective soit sortie de ce domaine unique, le développement économique, dans une perspective un peu ultralibérale. L'intelligence collective en est sortie et on peut qualifier des systèmes d'acteurs prenant des décisions ensemble par rapport à de l'aménagement, on peut qualifier cela d'intelligence collective. Le regard que vont se forger un certain nombre d'acteurs par rapport à une question territoriale, mais sans que forcément l'espace soit pris en compte. C'est un faire ensemble, c'est une connaissance mutuelle, un regard commun que l'on va petit à petit se forger sur une problématique d'aménagement du territoire. L'espace est sous-jacent, mais pas forcément présent dans l'intelligence collective. Et donc, on se rend compte que globalement, la connaissance des membres d'une communauté, elle est partielle, qu'ils n'ont pas connaissance de tous les éléments d'une manière générale et que l'intelligence collective est là pour petit à petit essayer de mettre à niveau toutes les parties prenantes d'une problématique, les mettre à niveau ensemble pour faire du collectif. Alors simplement un arrêt sur l'idée de collectif. La somme des acteurs d'un collectif ne produit pas forcément de l'intelligence. Ça, c'est un fait. On peut être plusieurs à partager de la connaissance, mais pour autant, il n'émerge pas forcément une intelligence de ce partage. Et je pense que c'est ça qui doit être aujourd'hui discuté en relation avec l'intelligence territoriale. C'est que faire collectif n'est pas forcément... Alors c'est faire ensemble, d'accord, mais ça n'est pas forcément faire de manière partagée autour d'un regard identique. C'est quelquefois simplement collaborer, faire ensemble en échangeant quelques informations, mais c'est pas forcément se mettre tous autour d'un même regard partagé sur l'avenir d'un territoire ou l'aménagement de ce territoire. Néanmoins, 5 minutes. Alors je passe. Et je passe aussi cela, parce que sinon, ce sera trop long. Ça a fait émerger pour moi un autre concept. Alors celui-là qui est travaillé, on se regarde entre l'UMR Pacte de Grenoble, l'UMR Métaphore de Clermont-Ferrand, on se regarde autour de l'idée d'ingénierie territoriale. Et en parlant d'intelligence collective et d'intelligence territoriale, je ne pouvais pas ignorer ce troisième concept que vous voyez apparaître régulièrement. Et je me suis senti obligé de le repositionner à nouveau aussi par rapport à IT et IC, l'ingénierie territoriale et le liant en fait entre l'intelligence territoriale et l'intelligence collective. J'ai abouti finalement à cette conclusion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence collective et d'intelligence territoriale sans qu'entre les deux, il y ait l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire l'ensemble des outils et des ressources humaines associées aux outils qui permettent de décrire les territoires. Sans ingénierie territoriale, on ne parvient pas, évidemment, à produire cette intelligence collective et intelligence territoriale à l'arrivée. C'est donc toute une articulation entre différents domaines qui est nécessaire, et je vous la montre ici. Alors, j'aurai pas le temps. Voilà, je reprends ce schéma de l'intelligence territoriale pour aboutir au cœur de la combinaison de ces entrées. On mobilise l'ingénierie territoriale qui est vraiment axée sur la dimension géomatique, mais en lien avec la dimension de la communication et la géographie. Ça, c'est l'ingénierie territoriale qui va permettre de produire des outils, mais aussi des acteurs, des compétences qui vont utiliser les outils, diffuser l'information, bien entendu. On va parler d'ingénierie territoriale qui va être mise en lien avec des compétences collectives territoriales. Donc, je n'ai pas encore prononcé ce terme, mais on se rend compte que l'ingénierie sans compétences ne produit pas d'intelligence. Donc il faut des compétences pour utiliser les outils, pour les dimensionner correctement, pour ensuite les utiliser et en extraire l'information.
C'était une thèse en 2011 soutenue à Toulouse sur l'utilisation des observatoires, où il s'avérait qu'il y avait des compétences, mais que les compétences développées autour des outils d'observation n'étaient absolument pas mises en lien avec les autres techniciens des services concernés par l'observation et encore moins avec les échelons politiques. Et que finalement, on conservait des cœurs de métier très très bons autour de l'ingénierie territoriale, incapables de communiquer l'information vers la décision, et qu'on avait des outils qui ne servaient à rien dans certains cas. Des observatoires qui ne produisaient finalement pas d'aide à la décision par manque de mise en lien des compétences avec les autres échelons de la décision qui n'étaient pas au cœur de l'ingénierie territoriale. C'est comment on communique vers l'extérieur. Troisième dimension ici, elle est en bas, pardon. C'est l'intelligence collective, la voici. Donc, à partir de l'ingénierie territoriale, on va forger des compétences qui vont permettre d'alimenter l'intelligence collective. La combinaison des trois dimensions va nous permettre d'atteindre l'intelligence territoriale à l'intérieur d'un territoire. Alors, je reclique ici, et finalement, on arrive à cette idée que l'intelligence territoriale, à partir d'un contexte, d'une thématique, d'une problématique dans un territoire, à partir de toute la chaîne de production de l'information, perception, signaux, mesures, codage, données, ici, on va se situer dans l'intelligence territoriale avec un ensemble d'outils dédiés qui vont permettre, grâce aux informations, une interprétation. Et c'est ici que l'on va voir apparaître des compétences collectives, bien entendu, vers la production de connaissances, ce regard partagé sur le territoire par rapport à une thématique, à un projet donné qui va produire l'intelligence collective. Et l'intelligence collective va alimenter des représentations externes, des rapports, des indicateurs, va produire par rapport à un territoire un regard qui traduit la complexité de laquelle je suis parti. Et cette combinaison IT, compétences collectives, intelligence collective, produit normalement l'intelligence territoriale, tout au bout. Et l'intelligence collective, encore une fois, vous le voyez, elle est assujettie vraiment au partage. Ce n'est pas parce qu'on met ensemble dans un pot commun deux informations, deux données, que l'on fait du collectif. C'est beaucoup plus que cela. C'est donc des compétences qui sont mutualisées, partagées. C'est véritablement un regard et des représentations qui sont communes sur un objet donné, mais en général des objets donnés, pour produire de l'intelligence territoriale. Alors, les questions, les défis qui vont découler de tout cela. Alors, la nécessité d'utiliser des concepts qui vont permettre de maîtriser le sens et de comprendre ce qui fait référentiel en géographie. Donc on revient à ces questions d'objets, je ne m'étends pas. Affiner les méthodes de captage de l'information qui vont nourrir l'intelligence collective vers l'intelligence territoriale. C'est quoi capter, comment le traiter pour faire ensemble, collectivement. C'est initier des démarches participatives pour les partager. Alors on est dans un domaine aujourd'hui qui est en émergence et absolument très dynamique. Je vous ai mis tout un tas de références à des projets. Excusez-moi, ça ne devrait pas exister. Ah yes, non, c'était pas vrai. Mais juste une minute, voilà. Des objets comme Koum ou Atact, un projet NOAA qui émerge par exemple à l'université de Lausanne sur le captage par les individus et reversement vers une plateforme collective d'informations relatives à la faune sauvage dans la ville de Genève. Des choses que l'on ne peut pas faire par l'observation classique. Et donc là, on est sur une nouvelle forme d'approche du territoire grâce à l'individu et à ses observations. Le projet Faune PACA, par exemple, que je suis allé voir, et des choses qui sont en rapport avec les travaux de Mathieu Nouchet. Toute cette question de nourrir l'intelligence, l'intelligence territoriale par une intelligence collective, les questions de cartographie participative, Carticipe, OpenStreetMap, bien entendu, toute cette montée en puissance des outils qui permettent de produire de l'information individuelle pour
constitué progressivement, mais là, tout est à digérer, tout est à interconnecter, tout est à repositionner collectivement, justement, ces interfaces entre sphères techniques, citoyennes et politiques. Aujourd'hui, tout est bouleversé, alors que, à notre sens, rien n'était calé il y a quelques années. Déjà, tout est bouleversé aujourd'hui. Et dernier slide, les questions. L'intelligence collective produit de l'intelligence territoriale. C'est évident, mais quelles sont les conditions exactes? J'ai réarticulé des concepts, mais les liens entre tous ces niveaux demeurent à étudier. Quelle gouvernance émerge de la combinaison entre ingénierie territoriale, compétences collectives, intelligence collective vers l'intelligence territoriale? Quelle gouvernance véritable si on aboutit l'interconnexion de tous ces niveaux? Y a-t-il un cercle vertueux à initier? Certainement. L'IT, l'intelligence territoriale, est nourrie par l'ingénierie territoriale. Elle est pilotée par des techniciens, par l'intelligence collective, qui demeure le maillon faible. Voilà, ce qui apparaît à l'intérieur de tout cela, c'est que l'intelligence collective, est le maillon faible. Parce que faire collectif, c'est simplement, en général, juxtaposer des éléments, se réunir, se poser la question de quelles données on va partager. C'est jamais, ou rarement, se mettre véritablement face à la complexité du territoire que l'on a à aménager ensemble et se donner les moyens d'évaluer nos regards et de voir s'ils sont véritablement convergents. Ça demeure le maillon faible. L'intelligence territoriale est assez solide. L'ingénierie territoriale est très solide. L'intelligence collective, qui est le lien entre les deux, demeure, à mon sens, après avoir étudié tous ces éléments, un maillon qui est très faible. Comment le renforcer? Quel lien entre les systèmes d'information géographique et les jeux d'acteurs qui vont faire véritablement l'aménagement? La question reste posée avec, en termes de recherche, des interrogations sur cette idée d'objet frontière, le projet Soya, qui est développé dans les Alpes, où comment, à partir d'un système d'information, on essaie de mesurer l'impact sur les jeux d'acteurs et la prise de décision. À partir d'un système d'information, mesurer en fonction de son dimensionnement, son impact sur la gouvernance et les jeux d'acteurs. Ça, c'est des champs de recherche qui sont tout à fait nouveaux. On se posait très peu la question. On produisait des systèmes d'information, on produit de l'information, et on se dit que ça va être forcément utilisé à bon escient. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a, à la sortie de tous ces combinaisons de systèmes de structuration d'information, transmission, etc., beaucoup d'interrogations à se poser vers de nouveaux référentiels géographiques. Et là, je passerai la main à Mathieu Nouchet pour la suite. Merci beaucoup. Tu voulais récupérer non, c'est bon. C'est sûr que le chantier est vaste et maintenant on va essayer de resituer un certain nombre d'expérimentations, d'expériences, de pratiques au quotidien, et donc ce serait intéressant de garder ton regard sur tous les cas pratiques qu'on va pouvoir aborder maintenant. Est-ce qu'il y a une ou deux questions très rapides, parce qu'on a déjà pris un peu de retard dans la salle sur l'intervention d'Alexandre, ou est-ce qu'on continue? Pascal? Alors, comme on enregistre cette journée, je vous demande de parler dans le micro et d'attendre qu'il marche. Voilà. Micro, tu veux bien? Oui. Non, moi je j'étais effectivement assez intéressé par l'intervention, expliquant l'intérêt effectivement d'arriver à mettre en commun, vraiment partager la réflexion. Alors ce qui me déstabilise un peu plus, c'est les exemples que vous donnez, qui sont des exemples qui vont beaucoup plus loin. Vous citez Faune PACA, OSM, etc., qui sont des exemples qui sont appuyés sur, je dirais, la participation active du citoyen. Donc, quelle est dans votre esprit effectivement la place du citoyen, avec, si vous voulez, par rapport aux techniciens? Une vraie différence, c'est que dans un cas, il y a des techniciens qui sont payés pour essayer de développer les choses. D'autre côté, on a affaire à des bénévoles. Donc, quelle est la place du citoyen dans ce système-là? Elle pose problème. C'est des choses qui
se profile. Là, on est sur une dimension, et j'ai traité de ces choses tout à la fin en forme d'ouverture, et la dernière question est vraiment posée. J'en ai discuté avec Mathieu Nouchet, et on s'est croisés dans un colloque en mars où j'assistais à sa présentation, et d'un seul coup, je me suis dit, alors nous bâtissons des observatoires, nous sommes les mains dans le cambouis à certains moments, par rapport à la sortie qui est l'aide à la décision, donc tout ce que j'ai révélé avant, c'est quelque chose qui est vécu. Par contre, nous sommes face à une sorte de gouffre vis-à-vis de demain par rapport à cet apport volontaire de données. Alors, on ne se situe pas par rapport à ça. Pour l'instant, on pose la question d'un point de vue scientifique, on se dit, et c'est en ce sens que moi j'entendais Mathieu Nouchet qui posait la question de quid de l'information institutionnelle validée et de l'information maintenant qui émerge du citoyen qui n'est pas validée institutionnellement. Et la question que nous posons, sur laquelle nous devons travailler d'un point de vue scientifique, c'est comment est-ce que les deux vont petit à petit être juxtaposées, et à quel moment est-ce qu'elles vont être solubles l'une dans l'autre pour une aide à la décision qui soit véritablement en lien avec la réalité du terrain. Parce qu'on sait que l'observation institutionnelle n'est pas forcément juste, même si c'est elle qui va faire foi. On sait qu'elle peut être plus fine et plus juste grâce à des apports volontaires individuels, mais on sait que ça peut être aussi un peu faux, ou en tout cas perverti, parce qu'on n'a pas les systèmes de contrôle. Et on est juste aujourd'hui à la charnière entre l'avant tout institutionnel qui déjà posait des problèmes de validation quand on est sur des indicateurs composites, etc. Mais aujourd'hui, on est juste au seuil enfin pour moi, c'est une révolution véritable pour nous scientifiques que cet apport individuel. Et je ne peux pas donner de réponse. Pour nous, c'est un gouffre. C'est-à-dire, il s'agit de se doter d'un parachute pour arriver en bas du gouffre, à mon avis, sans se désintégrer, et continuer à travailler tous ensemble. Voilà, parce que c'est ça qui est en jeu. C'est la désintégration complète de ce pan émergent d'informations par une remise en question des institutions qui bloquerait complètement, et tous travaux scientifiques portant sur des données en apport volontaire seraient remis en question et ne participeraient plus à l'aide à la décision. Ça, c'est le pire des scénarios. Mais pour autant, l'émergence du mouvement ne sera pas remise en question. Ce sera juste l'utilisation des données qui sera remise en question, mais on trouvera des solutions. Soit il y a très rapidement un travail de mise en lien pour trouver les équilibres entre ce qui est institutionnel, ce qui ne l'est pas, et une labellisation intermédiaire d'une certaine manière. Mais je pense que Mathieu aura sûrement des informations à donner là-dessus. Bah, je pense qu'à la fois Mathieu et puis vous ensuite dans votre dialogue. Et je pense que aussi ce que vous dites, ce qui est important, c'est de voir aussi que même si, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dans la relation entre OpenStreetMap et l'IGN, par exemple, c'est que même si on peut avoir des idées sur ce que ça pourrait être, c'est quand même quelque chose qui évolue dans le temps. Au fur et à mesure, parce que chacun évolue aussi de sa manière. Donc, d'un point de vue scientifique, pour analyser tout ça, en plus, vous allez devoir prendre en compte le fait que les choses évoluent très rapidement, et que quand... alors, je prends un autre exemple, mais l'histoire des balances Withings, là, les balances connectées, où d'un seul coup, on trouve une société privée qui se retrouve à avoir plus d'informations sur l'obésité que l'INSEE. Des informations plus fraîches, des informations plus sûres, des informations plus validées, etc. Enfin, plus sûr. Plus sûr, voilà, pas sûr, mais... Enfin, en tout cas, des informations qui sortent directement de la machine et qui passent par Internet. Et là, on se dit, bon, ben, tant qu'ils ont 5000 balances, on s'en fout. Le jour où ils en ont 50 000, ça commence à devenir plus intéressant. Et le jour où ils en ont 500 000, on se demande pourquoi on va financer des enquêtes de l'INSEE. Surtout que la société elle-même, voulant s'acheter un passeport de bonne conduite, ce qui ne la rend pas perverse, enfin je lui fais pas de procès d'intention, mais s'équipe d'un centre de recherche, embauche des médecins, et qui ont bien à cœur de montrer qu'ils participent à la lutte contre l'obésité. Et que c'est la vente de balance n'est quasiment qu'une activité annexe. Donc moi, voilà, on remet les choses, les limites, elles bougent tout le temps.
en permanence. Complètement. Donc après, se repositionner scientifiquement, enfin, C'est d'un très point de vue du difficile. questionnement scientifique derrière, c'est pas évident. Et la question, c'est bien ça, c'est la rapidité avec laquelle aujourd'hui les outils techniques permettent de révolutionner le rapport à l'information relative à cette complexité des territoires. Aujourd'hui, ces révolutions technologiques nous placent, nous, dans une situation d'incertitude très très forte d'un point de vue scientifique. On avait du mal à cerner si les outils d'intelligence territoriale produisaient de la gouvernance. Quand j'ai entendu Mathieu Nouchet et que j'ai pris conscience, et nous travaillons sur le crowdsourcing et toutes ces questions-là autour de nos observatoires, j'ai pris conscience que ce que l'on essayait de comprendre en termes de production de gouvernance était déjà remis en question par cet apport volontaire de données, que c'est déjà une nouvelle gouvernance à laquelle il faut songer. Voilà. Donc nous avons quasiment, je le reconnais, nous scientifiques, un coup de retard par rapport à ça, parce que techniquement, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Par rapport à nos études qui, elles, prennent du temps pour évaluer comment un outil d'observation est approprié par des acteurs et produit de la gouvernance. C'est qualitatif, ça passe par des enquêtes, par des évaluations. C'est long et lent et on est dépassé.